Je vais finir les derniers ajustements techniques et administratifs avant de lancer le webinaire. Alors déjà, j'espère que vous m'entendez tous bien. Donc, bienvenue sur ce webinaire élèves allophones, culture et interculturalité. Je peux mettre éventuellement ma caméra aussi. Voilà. Hop. Voilà. Bienvenue à tous. Je vois que vous venez d'un petit peu partout en France et dans le monde. C'est bien, on voyage un petit peu en même temps. Donc, je redis, pour ceux qui n'étaient pas encore là, pour les détails administratifs. Alors, déjà, on a coupé vos micros et vos caméras. Hein, pas d'inquiétude, parce qu'on est nombreux, donc on a préféré couper. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la conversation. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin du webinaire. Ensuite, pour avoir votre attestation de présence et le support qui va vous être présenté, il faut bien que vous mettiez dans la conversation, enfin soit dans la conversation, soit si vous êtes inscrit avec votre nom et prénom, il n'y a aucun souci, je vais vous retrouver. Si vous êtes inscrit avec uniquement un prénom ou avec un autre nom, mettez-moi dans la conversation le nom sous lequel vous êtes bien inscrit, que je puisse vous retrouver et vous émarger. Ainsi, vous pourrez avoir votre attestation de participation. Donc là, je vous ai mis à l'écran comment retrouver son attestation de participation. Il va falloir se connecter sur votre compte Réseau Canopé, cliquer sur Mon agenda. Voilà, ici, Mon agenda. Ensuite, vous aurez les formations passées. Donc, vous cliquerez sur la date de la formation d'aujourd'hui avec le nom de la formation d'aujourd'hui. Et puis, dedans, vous trouverez votre attestation de présence, et puis le support de formation, alors plutôt demain dans la journée. Hein. Pas forcément cet après-midi, mais demain dans la journée. Voilà pour les derniers détails techniques. Donc, on va commencer. Hein, ouais. Donc, aujourd'hui, on va faire en deux grands temps, deux grandes parties, la compétence culturelle et interculturelle, de quoi parle-t-on et comment la travailler. C'est Mathias qui va vous développer cette grande partie, hein, ça va être principalement l'ensemble du webinaire, et puis ensuite, moi, je vous retrouverai pour une présentation d'outils pour favoriser l'accueil des élèves allophones. Et puis, on essaiera de se garder un petit temps d'échange à la fin si vous avez des questions, mais n'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser. Soit Mathias les lira en même temps et vous répondra au cours du webinaire, ou sinon je les garderai, moi je vais les noter et je les garderai à la fin. Voilà, c'est comme vous êtes nombreux, peut-être qu'on passera à côté de certaines questions. Donc n'hésitez pas. Et puis, je vais laisser Mathias se présenter et puis commencer le webinaire. À toi, Mathias. Merci Virginie. Bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire donc élèves allophones, culture et interculturalité. Donc je me présente, je suis le directeur de l'atelier Canopé 58 de Nevers. Et voilà, principalement, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger dans le cadre du FLE, du français langue étrangère. Et aujourd'hui, on va se familiariser un petit peu avec cette notion d'interculturalité, de culture évidemment. Et on va aussi vous donner quelques ressources, quelques tips que vous pourrez utiliser dans le cadre de votre enseignement, notamment avec des EANA. Voilà. Alors, par contre, Virginie, alors je ne sais pas comment je fais là. On garde ta présentation? Ouais, soit tu récupères la main, soit tu passes présentateur, ou sinon tu me dis quand Ah oui, ok, voilà. D'accord. Ok, très bien, parfait. Merci. Alors, on va commencer d'abord par quelques sigles qui sont d'importance et que pour une partie d'entre vous, certainement vous connaissez, mais enfin, il est important quand même de clarifier un petit peu les concepts pour ce qui relève entre guillemets de la scolarisation des élèves allophones nouvel arrivants. Nous avons les UPE2A évidemment, qui sont les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants et qui vont déterminer un petit peu le niveau entre guillemets de l'élève
en prenant en compte aussi son passé d'écolier et son niveau de scolarisation. Vous avez cet acronyme qu'on va beaucoup utiliser, hein, qui est celui des EANA, donc les élèves allophones nouvellement arrivés. Vous avez le CASNAV aussi, qui participe entre guillemets à l'intégration des élèves allophones nouvellement arrivés, hein, qui est le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. Et vous avez aussi le CECRL, qui est effectivement un outil qui est particulièrement utilisé dans le cadre du français langue étrangère, vu que c'est l'outil qui va permettre de définir un petit peu le niveau linguistique de l'élève. Alors c'est un cadre européen commun qui a pour objectif d'avoir une évaluation globalement uniforme au niveau européen de la maîtrise de différentes compétences linguistiques. Voilà, donc c'est un document qui est quand même très important et qui va permettre de définir si un élève a un niveau A1, A2, B1, B2, et enfin C1, C2, B1, B2, c'est l'autonomie, hein. Et puis C1, C2, c'est la maîtrise d'une langue, et quand on est effectivement au niveau C1, C2, on est en mesure, entre guillemets, d'avoir une vraie démarche de pensée, de réflexion dans la langue étrangère. Et puis, vous avez ces acronymes que sont le FLM, le français langue maternelle. Alors, on dit aussi maintenant plutôt le français langue première, parce qu'effectivement, cette langue maternelle peut être une langue maternelle. Et donc, ça permet aussi d'avoir un effet miroir par rapport au FLS, qui est le français langue seconde. Et puis, vous avez le FLE, qui est le français langue étrangère, et le FLSCO, hein, qui est disons l'apprentissage linguistique dans le cadre de la scolarité. Dans le cadre de l'intégration, pardon, dans un cursus de scolarité. Voilà. Et enfin, vous avez le NSA, donc qui signifie un élève qui est non ou très peu scolarisé antérieurement. Le PSA, qui est un élève qui a été partiellement scolarisé antérieurement. Et le SA, qui est donc des élèves qui ont été scolarisés antérieurement. Alors, ces différents acronymes, notamment FLM, FLE, FLS, FLSCO, parfois sont un petit peu, entre guillemets, difficiles à interpréter. Alors, sauf s'il y a des questions, je ne vais pas nécessairement le faire là maintenant. Mais voilà, donc ça essaye de recouvrir en tout cas un certain nombre de réalités d'élèves qui ont, par exemple, à la maison une langue maternelle qui n'est pas le français et qui donc vont devoir apprendre une langue seconde vu qu'ils vont vivre en France. Donc ça va être là, en l'occurrence, la langue seconde, ça va être une langue de socialisation. Et le FLSCO, c'est vraiment pour l'élève qui est dans un processus de scolarisation dans un pays étranger pour lui permettre justement d'avoir une scolarisation normale dans la langue française. Voilà, globalement, un petit peu des sigles qui voilà, vont revenir dans ce webinaire. Alors, la compétence culturelle, c'est un élément important. On va parler donc de la compétence culturelle et de la compétence interculturelle. Ce n'est pas la même chose. Ça recouvre un petit peu de réalités différentes. Je vous ai mis en préambule ce slide d'abord et avant tout pour clarifier la notion de culture. Nous avons tendance, et c'est plus ou moins normal, à avoir une perception de la culture comme quelque chose qui est une production, donc par exemple une production artistique, une production cinématographique, etc. Mais là, évidemment, on parle de la culture pour sa valeur anthropologique. Et c'est pour ça que je vous ai mis ces deux citations qui, dans ce cadre-là, me semblent importantes, notamment pour nous, lorsqu'il s'agit de faire travailler les langues avec les élèves. Évidemment, lorsqu'on est dans le travail des langues, dans le fait de permettre à un élève de maîtriser une langue étrangère, on n'est pas uniquement dans un travail linguistique, mais on est aussi dans le travail culturel. Donc, on a pour objectif aussi de développer chez l'enfant cette compétence interculturelle. C'est pour ça que je vous ai mis ces deux citations qui sont
qui sont pas très récentes, mais qui sont, selon moi, très révélatrices. Donc, la société et la culture ne sont pas présentes avec la langue et à côté de la langue, mais elles sont présentes dans la langue, c'est-à-dire que la culture et la société, elles se reflètent, elles sont le reflet de notre langue. Notre langue se construit aussi selon des critères sociétaux et culturels. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est très important à prendre en compte, même notre grammaire, etc. Donc voilà, ça c'est un livre de sociolinguistique qui est très intéressant. Et puis, deuxième citation, il ne suffit pas de connaître la langue, le système linguistique, il faut aussi également savoir comment s'en servir en fonction du contexte social. Et c'est là où nous intervenons lorsque nous parlons de compétences interculturelles, c'est-à-dire que l'apprentissage de la langue, voire la maîtrise de la langue, sans capacité, sans compétences interculturelles, évidemment, n'est pas suffisante, entre guillemets. Donc, il est nécessaire aussi que l'apprenant, que l'élève puisse disposer de cette compétence interculturelle pour pouvoir agir, pour pouvoir entrer en interaction avec les porteurs de l'autre culture ou avec les membres de cette nouvelle société dans lequel il arrive. Donc ça, c'est des éléments évidemment primordiaux lorsqu'on parle effectivement de l'apprentissage linguistique. Hop. Donc là, c'est ce dont je veux parler, c'est sur la notion de culture. Il faut vraiment se détacher un petit peu de cette notion de culture comme une création entre guillemets culturelle. Mais il faut penser la culture comme un ensemble de valeurs, de croyances et de conception du monde et de la réalité. Ça, c'est la réalité anthropologique du terme culture, alors que c'est vrai qu'on a une perception commune qui est la littérature, la musique, etc. Mais ces productions ne sont que les émanations de la représentation culturelle du monde. Et la culture, finalement, dans le sens qui va nous intéresser, c'est évidemment cette notion anthropologique, parce que c'est cette structuration qui va finalement définir et diriger un petit peu l'appréhension de la réalité. Voilà, donc cette réalité culturelle, évidemment, on parle des valeurs, des croyances, mais fondamentalement, ça va beaucoup plus loin puisque c'est toute la perception de la réalité qui est le fait d'une représentation, entre guillemets, culturelle. Donc, la partie visible, entre guillemets, c'est cette perception commune, mais il y a toute cette perception invisible qui est essentielle pour rentrer aussi dans une démarche interculturelle. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de compétences culturelles, de compétences interculturelles? Je vous ai même rajouté la compétence transculturelle parce qu'elle a toute son importance. Alors, la compétence culturelle, c'est finalement la conscience de sa propre culture et de son identité culturelle. Donc cette compétence culturelle, a priori, nous en sommes tous pourvus parce que nous avons cette conscience de la culture dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous nous sommes développés et dans laquelle nous agissons. Par contre, il faut noter quand même que la compétence culturelle est plutôt passive, donc il n'y a pas nécessairement dans cette compétence, il n'y a pas d'interaction avec la culture, une autre culture ou la culture d'autrui. Donc on est quand même dans une certaine forme de passivité. Par contre, quand on passe dans la compétence interculturelle, on dépasse un petit peu cette passivité, on dépasse ce centrage sur soi et sa propre culture pour entrer dans une interaction avec une autre culture. Et là, on rentre assez rapidement dans une démarche qui est active et réflexive, où on est dans l'interprétation des contextes culturels dans lesquels on évolue et dans la capacité un petit peu à soutenir des interactions dans un autre contexte culturel, donc de réussir finalement à l'appréhender. Et puis la compétence transculturelle,
c'est la capacité à finalement évoluer dans différents contextes culturels, dans le respect et l'intercompréhension. Et donc là, on est dans une démarche qui est relativement proactive. Hein, et dans ce cadre-là, quand on a cette compétence transculturelle, on est en capacité finalement d'être un acteur de médiation finalement entre les deux cultures. Donc, il y a ces 3 niveaux la compétence culturelle, les élèves, les apprenants, ils l'ont sur leur propre culture. Maintenant, il faut qu'on passe à l'apprentissage de cette compétence interculturelle pour que l'élève, l'enfant, l'adolescent, l'adulte puisse être en mesure d'interagir dans la société dans laquelle il se trouve. Ce petit schéma, c'est pour vous montrer effectivement donc l'interaction qui existe et qui est, comment dirais-je, consubstantielle entre la compétence linguistique, qui est cet apprentissage que l'on donne aux enfants à l'école pour qu'ils puissent suivre une scolarité et pour qu'ils puissent évidemment s'intégrer dans la société dans laquelle ils vivent, et qu'en ayant cet apprentissage linguistique, ils ont aussi et ils doivent avoir aussi l'apprentissage de cette compétence interculturelle afin justement d'être en mesure de conserver, entre guillemets, de pouvoir mélanger un petit peu les deux cultures, les 2 ou 3 ou 4 cultures qui le traversent. Et c'est ce qu'on appelle aussi après la compétence pluriculturelle, qui va être cette capacité à maîtriser, ou en tout cas d'être toujours pareil, en capacité d'interagir et de maîtriser différentes cultures. Si par exemple j'apprends une langue étrangère et que je deviens une personne qui maîtrise cette langue, qui a une très bonne maîtrise de cette langue et une très bonne maîtrise aussi de tout le substrat culturel qu'elle implique, alors j'ai une compétence ici pluriculturelle, je suis apte et je suis capable de m'intégrer et de comprendre finalement tout ce qui est sous le langage finalement sous la langue du pays ou de la langue que je suis en train d'apprendre. Donc tout ce qui est le substrat culturel qui est en dessous. J'en profite, tu as quelques questions dans la conversation, Mathias. Alors, hop, c'est parce que je ne vois pas. Ok. Alors, exemple concret. Alors, je n'ai pas d'exemple là nécessairement concret, mais je peux réexpliquer peut-être. Donc, la compétence, quand on est dans la compétence interculturelle, on est vraiment dans la capacité, en gros. Je suis maître de ma propre culture et de ma propre langue, donc je possède cette identité-là et je suis capable de m'adapter dans la nouvelle ère culturelle dans laquelle je suis arrivé. Et donc je vais le développer après, hein, mais je suis capable d'interpréter effectivement les contextes culturels, le contexte culturel qui m'est donné, et je suis capable d'adapter entre guillemets mon comportement à ce nouveau contexte. Je ne lâche rien de mon identité, de ma culture, mais je suis capable de saisir finalement le nouveau contexte. Alors que la compétence transculturelle, on est vraiment dans la maîtrise des deux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on évolue dans ces différents contextes, dans différents contextes culturels d'ailleurs, sans être dans le jugement, sans être nécessairement dans la, comment dirais-je, dans la comparaison avec ma propre culture, avec mon propre système, mais je suis capable, entre guillemets, de mélanger un petit peu finalement ces ensembles culturels pour justement être, encore une fois, pour à terme être une sorte de médiateur finalement entre les deux cultures, parce que j'ai une maîtrise importante des deux codes culturels. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Culture et mode d'apprentissage, c'est important parce que, effectivement, de même que
nous avons des élèves qui viennent de zones géographiques et de zones culturelles qui sont différentes. Les manières de faire et les manières, par exemple, d'enseigner vont être aussi différentes de la façon dont ça peut être fait en France. Voilà, les écosystèmes d'apprentissage sont différents. Par exemple, moi j'ai travaillé en Finlande. En Finlande, vous avez les élèves qui se lèvent au milieu de la classe sans avoir rien demandé pour aller aux toilettes. Ça, par exemple, en France, ça passe moyen. Et si vous avez cet élève finlandais, ce qui m'est arrivé, un élève finlandais qui allait en France et qui a fait ça dans une classe française, c'est pas passé du tout. Donc c'est simplement que la construction culturelle de cet écosystème éducatif et de la manière dont on devrait se comporter dans un contexte éducatif est différent. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'il va falloir que l'élève intègre et qu'il va falloir lui apprendre. Donc c'est ça aussi. Et là, c'était juste aussi pour montrer que le culturel, finalement, va définir un grand nombre de choses, hein, notamment la place dans la famille, la fratrie, etc. La notion de genre aussi qui va être différente. Bref, il est important pour les enseignants aussi d'avoir bien conscience de ça. On en reparlera après, notamment par exemple pour ce qui est de lever le doigt. Voilà, lever le doigt, toutes les cultures ne vont pas lever le doigt pour prendre la parole. Il y a certains élèves qui ne vont pas avoir, entre guillemets, qui ne vont pas se sentir la liberté de prendre la parole, tout simplement parce que dans leur système éducatif, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ou alors c'est un signe de faiblesse, ou etc. Donc voilà, il faut vraiment avoir conscience aussi de ça, parce que c'est un élément important dans la construction de la scolarité de l'élève. Alors évidemment, cette démarche interculturelle, il faut la travailler sous l'angle langagier, parce qu'on est là sur l'objectif premier qui nous est demandé et qui est un objectif linguistique. Mais évidemment, il faut penser que cette démarche linguistique doit nécessairement être travaillée, être associée à une démarche culturelle qui va en complémentarité de l'apprentissage linguistique. On va voir un petit peu après comment. Hein. L'objectif, donc, c'est évidemment d'être en mesure d'utiliser, de se servir de la compétence culturelle de l'élève ou de l'apprenant pour mettre en lumière, pour essayer de voir ensemble les points communs, les différences culturelles. Non pas évidemment dans une démarche de catégorisation. Rappelez-vous, on rentre dans une démarche qui est interculturelle, donc qui ne vise absolument pas ni au jugement, mais qui vise plutôt à créer des passerelles. Voilà, afin de rentrer aussi dans une relation à cette autre culture qui est essentielle pour favoriser aussi l'apprentissage linguistique. Il y a quelques remarques et plutôt des remarques dans la conversation. Si tu les lis en même temps. Voilà, la même qui est Florène, là-dedans. Devons aussi mieux maîtriser pour mieux enseigner le FLS et comprendre. Si, alors justement, Madame Labarre-Fritschi, la démarche, c'est ça, c'est-à-dire que c'est à l'enseignant de rentrer dans cette démarche un petit peu interculturelle. Alors, je ne dis pas que c'est facile, que c'est aisé, etc. En plus, il y a entre guillemets des cultures, des langues qui nous sont plus ou moins proches, et ça peut évidemment être compliqué, mais c'est évidemment l'enseignant. C'est pour ça que je mets en avant ce concept de culture, parce que c'est pas quelque chose qui est évident. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce que la culture, en général, il va nous répondre le ministère de la Culture, les arts. Donc oui, les arts, c'est une expression culturelle. Mais voilà, donc c'est pour ça que ce premier temps, entre guillemets, sur la notion de culture me paraît fondamental, parce qu'elle implique un petit peu l'enseignant dans la compréhension finalement de ce que sont les phénomènes culturels et la manière dont ils vont vraiment structurer la réalité d'un individu. Oui, bien sûr, vous aurez accès au PowerPoint. Il vous sera donné à la fin du
du webinaire. Alors la communication au quotidien, parce que nous, notre objectif aussi, c'est que ces élèves puissent s'intégrer dans la société dans laquelle ils arrivent, ils viennent d'arriver. Et donc, encore une fois, on est sur deux volets de compétences qui doivent être progressivement maîtrisés, qui est donc évidemment la compétence linguistique, la capacité de parler dans la langue du pays dans lequel il est arrivé, mais c'est aussi évidemment cette acquisition, cette maîtrise de la compétence, non, la génie culturelle, mais je me suis presque trompé, donc d'une compétence interculturelle, c'est-à-dire d'être en mesure d'avoir une perception de ce qu'est la culture de l'autre et d'être en mesure, entre guillemets, de réagir à celle-ci afin de permettre d'avoir des interactions qui soient, entre guillemets, fluides et qui ne soient pas remplies d'implicites ou de mauvaises communications qui risquent finalement d'aboutir à peut-être du rejet, du ressentiment, etc. Donc, il est nécessaire que cette compétence interculturelle soit enseignée, et la compétence linguistique, encore une fois, ne suffit pas. Et je mets en avant effectivement la compétence non verbale, qu'on va voir un petit peu après, et qui est un élément essentiel de la communication qui nous paraît évidemment naturel vu qu'on baigne dedans. Voilà, mais qui n'est pas naturel pour quelqu'un qui ne serait pas français, qui viendrait d'arriver dans ce pays et qui n'en connaîtrait pas nécessairement les codes. Donc, nous, notre objectif aussi, c'est que les élèves puissent en disposer, puissent les apprendre, puissent se les approprier, tout en étant maître, entre guillemets, de sa propre identité culturelle. L'un n'empêche pas l'autre. Des exemples, je vais vous donner quelques pistes. Hein. Après, je verrai si ça répondra à votre question. Alors, cette compétence interculturelle, elle implique la maîtrise, entre guillemets, pour ce qui est des interactions, donc de la communication interculturelle. Elle implique la maîtrise de différents savoirs. Donc, il y a le savoir-être, donc l'écoute et l'observation, les modalités d'écoute et d'observation, d'ouverture à la différence et de décentrage par rapport à sa propre culture. Donc ça, c'est un savoir-être qu'il va falloir acquérir aussi. Un certain nombre de savoirs qui sont les codes, les valeurs, les référents historiques, politiques, les mythes, les croyances, les rites, etc. Et puis le savoir-faire, qui est la compréhension des différences culturelles, une identification des référentiels de sens. Donc, qu'est-ce que signifie tel ou tel mouvement, que va signifier l'usage de tel ou tel mot. Ça intervient effectivement après que la langue soit plus ou moins maîtrisée. Et puis, être à même de décoder des situations sociales. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose qui va demander du temps, de l'expérience, mais dans la scolarisation de l'élève, il faut l'accompagner vers une capacité, entre guillemets, à décoder ces situations afin de permettre une insertion la plus naturelle, entre guillemets, dans le nouvel écosystème culturel dans lequel l'élève, l'enfant, l'ado, l'adulte va progressivement s'insérer. La notion d'interculture, l'interculturalité, hein, donc là c'est juste pour vous montrer que, encore une fois, dans l'interculturalité, on n'est pas dans le mixage non plus. On a sa propre culture, on a sa propre identité, et on est face à une identité, une culture qui est autre. L'objectif, c'est de pouvoir fonctionner, entre guillemets, en société, conservant sa culture, ce qui n'empêche pas des influx de la nouvelle culture qui vont progressivement s'insérer dans ma culture. Mais voilà, donc il n'y a pas de rejet de sa propre culture afin entre guillemets, de s'intégrer dans la nouvelle culture, mais on est dans l'intercompréhension finalement dans la compréhension déjà de la culture dans laquelle j'arrive et à terme, le mieux, ça serait qu'il y ait une intercompréhension et que la personne qui vit dans un substrat culturel, dans le substrat culturel de la France, soit en mesure aussi d'intégrer, d'apprendre, de connaître la culture et l'identité de l'autre.
Donc, et en sachant évidemment que ces cultures ont un poids fort, vu que, encore une fois, ces cultures vont déterminer une conception du monde qui peut être finalement très différent selon la culture, même s'il y a entre guillemets, des éléments qui sont communs à tous. C'est ce qui va finalement définir la culture. Donc, c'est aussi établir, entre guillemets, ces passerelles. Hein. Alors, l'interlangue. L'interlangue, c'est quand on est dans ce processus d'acquisition linguistique. Donc, ça veut dire que l'élève est en train d'apprendre une nouvelle langue, mais progressivement, cette nouvelle langue va aussi infuser dans sa propre langue. Donc, en quelque sorte, ils vont développer une langue transitoire qui intègre la langue d'origine ou les langues d'origine et la nouvelle langue. Et c'est donc un état qui va durer plus ou moins longtemps. Ça va évidemment dépendre de l'apprentissage, du nombre d'heures de l'élève, etc., de s'il a été scolarisé. Bref, ça dépend d'un certain nombre de paramètres. Hein. De même, la compétence culturelle doit se baser et part de la composante entre guillemets culturelle de l'élève. Et c'est pas quelque chose. Il faut pour que soit transmise entre guillemets le substrat culturel dans lequel nous vivons, il faut nécessairement s'appuyer sur la culture de base de l'élève, parce que l'élève, il va disposer d'une perception et de codes culturels, et pour pouvoir entre guillemets faciliter cette transmission, il va falloir s'appuyer sur ce que lui il connaît, sur la façon dont lui, il se représente le monde, sur la façon dont il fait l'usage de la langue, etc. Donc, il y a nécessité d'avoir ce travail sur l'interculturel pour pouvoir faciliter cette transmission. Donc, encore une fois, donc, valoriser les points communs, les différences et travailler là-dessus au niveau scolaire, s'appuyer sur ce binôme langue-culture, hein, pour faciliter finalement l'acquisition des savoirs de la part de l'élève. Si on nommait la culture de l'élève, si on nommait son identité, si on nommait sa langue, ça ne fonctionnera pas, mais j'ai envie de dire pour tout le monde. Donc il est évident qu'on ne peut pas se détacher complètement de sa culture, de son identité, de sa langue et partir sur une autre. Nous avons nous-mêmes une vision du monde qui est construite par le substrat culturel d'où nous venons. Un déconnage de situation. Oui, alors je vais donner des exemples. Ça arrive. Ah voilà. Pour répondre à la question. Hop. Alors, c'est pas l'école, après j'en ai un autre sur l'école, mais bon, par exemple, les salutations, hein, vous savez, hein, on ne va pas se saluer de la même façon, de la même manière partout dans le monde. Hein, vous avez différentes façons, serrer la main, embrasser, checker, donner l'accolade, plutôt dans les pays anglo-saxons pour le coup, s'incliner, plutôt en Asie. Et par exemple, s'embrasser, se faire la bise, vous savez très bien, avec le Covid, finalement, c'est une habitude qui s'est, sauf personnes très proches, qui s'est globalement, je ne sais pas moi d'en juger, mais qui s'est quand même pas mal perdu. Donc voilà, donc rien que les salutations déjà ont leur grosse part de culturel et dans le discours et à la fois dans le discours et à la fois dans l'apparence entre guillemets, il y a des codes qu'il faut être à mesure de déchiffrer, hein, qui est la langue, le niveau de langue utilisé, les modalités de discours, hein, donc les éléments textuels, aussi dans la voix, les intonations, les accents, les gestes, les postures, donc tout ce qui est non-verbal, et ça évidemment pour quelqu'un qui vient, ça c'est vraiment très difficile pour quelqu'un qui vient d'une autre culture de toute façon et qui n'a pas du tout les mêmes codes, ça va effectivement, ça risque de créer des malentendus culturels, et ça c'est très mauvais. Et puis la question du lieu, donc du contexte, le lieu, le temps, les marqueurs corporels, les vêtements, donc ce qui relève du contexte, pardon, et donc un geste aussi simple et banal que les salutations, finalement, revêt un grand nombre de significations culturelles qui ne sont pas appréhendables. Alors checker, c'est donc
des jeunes se check maintenant. Oui, bah là, c'était un peu pour reprendre la même idée. Hein. J'ai mis oui, non, parce que oui, si vous allez en Inde, ils vous font oui, ils vous font ça. Donc, pour vous, c'est non. Pour eux, c'est oui. Donc là, si vous n'en avez pas conscience, là, il y a un gros malentendu culturel, c'est-à-dire que vous avez pensé que c'est un non, alors que c'est un oui. Hein, c'est ce qu'on appelle effectivement des malentendus culturels. Et l'objectif, la compétence interculturelle doit permettre justement de favoriser le décodage de ces implicites qui, s'ils ne sont pas, entre guillemets, transmis, ne peuvent pas être appris, ils peuvent être appris par les interactions sociales, mais ça va demander du temps et ça risque de créer aussi beaucoup de malentendus au départ qui ne vont pas mettre la personne qui apprend la langue dans une situation particulièrement bonne. Les supports d'apprentissage, oui, là je vous ai mis quelques questions en fait, lorsque vous êtes en train de construire une séquence. Des questions qu'il faudrait, en fait c'est juste pour vous aider, hein, c'est juste pour vous aider, c'est de se poser ces questions qui selon moi vous seraient utiles et vous permettre quand même d'adapter un petit peu ce que vous allez faire pour cet élève ou ces élèves. C'est la place que cette activité a dans le parcours d'apprentissage au préalable. Donc, est-ce qu'elle est entre guillemets légitime? Est-ce que c'est bien dans son parcours d'apprentissage? Que l'élève puisse trouver du sens dans le travail qui est demandé. Parce que si vous lui demandez de faire un travail qui, pour lui, n'a pas de sens. Je prends un exemple un peu bête, mais enfin bête. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé en Finlande. Et en Finlande, par exemple, en France, au lycée, on aime beaucoup donner des dissertations, ce genre de choses. Si vous allez en Finlande, vous dites, tiens, tu vas faire une dissertation, l'élève, il va te regarder, mais il va faire, mais pourquoi? Quel intérêt? Donc voilà, parce que la construction scolaire du système éducatif est différente, on ne leur demande pas exactement les mêmes choses, on ne leur demande pas de la même façon. Mais voilà, moi ça m'est arrivé, je n'aurais pas demandé de dissertation, mais j'ai bien vu que dans les yeux des élèves, c'était mais de quoi il parle ce monsieur, non pas qu'il ne sache pas ce qu'est une dissertation, mais on ne leur demandera jamais de faire une production qui fait 6 pages, quoi. Voilà, d'essayer de trouver les passerelles entre la langue maternelle, la langue première et la L2, de se demander ce que c'est l'élève sur telle ou telle question, entre guillemets. Après, ça dépend s'il a été scolarisé, non scolarisé, partiellement. Bon, bref, donc ça va dépendre aussi de son parcours. Évidemment, adapter au mieux le document pour un travail dont la modalité dans laquelle il le fera, c'est à vous de définir, hein, soit en groupe classe, et si c'est en groupe classe, vous n'allez pas lui donner exactement la même chose que les autres a priori, soit en autonomie, soit accompagné par un élève tuteur, et puis évidemment comment ce travail, je vais le prolonger pour que finalement ce qu'il est en train d'apprendre via ce que je lui propose puisse être ensuite réutilisé, maîtrisé ensuite. Pour ce qui est de la gestion de classe, voilà, il y a cette méthode qui est assez efficace, hein, qui est celle des 3 temps, hein, donc de subdiviser le cours en 3 temps, d'une durée possiblement identique, mais après ça dépend évidemment de ce que vous leur donnez à faire. Donc il faut qu'il y ait un temps avec l'ensemble de la classe, ça c'est clair, donc qu'il y ait des activités communes. Il faut qu'il y ait un temps 2 où c'est plus personnalisé entre guillemets, donc ça adapté à ses besoins, activité plus spécifique. Et puis encore une fois, temps 3, donc c'est révision, revoir ce qui a été vu, revoir ce qui a été appris, se réapproprier, le réutiliser d'une autre façon, etc. En n'hésitant pas entre guillemets à utiliser des outils ou des supports, et Virginie vous en parlera après, qui soient peut-être un peu moins scolaires, mais qui va permettre aussi à l'élève de souffler, parce qu'apprendre une nouvelle langue de façon intensive, entre guillemets, réclame beaucoup d'efforts, et finalement, à trop en faire, finalement, on va oublier même ce qu'on a appris. Donc ça peut être contre-productif. Là, je vous ai mis
Alors on n'a pas le temps, donc je ne vous montrerai pas la vidéo, mais enfin, vous aurez le PPT pour y voir. Donc, c'est TV5 Monde, hein, qui fait un certain nombre de supports pédagogiques, d'outils pédagogiques, alors dans une démarche plutôt FLE, mais qui sont tout à fait utilisables aussi pour des élèves allophones nouvellement arrivés, hein. Donc ça va du A1 au C1, je pense. Voilà, mais vous avez un certain nombre de ressources. Ici, par exemple, cette vidéo, c'est justement pour travailler sur cette compétence interculturelle du bonjour, de comment on se salue. Et là, c'est différents élèves de cultures différentes qui expliquent comment ils font dans leur culture. Et vous avez ensuite toute une fiche pédagogique ensuite et des supports pédagogiques que vous pouvez télécharger, modifier, etc. Donc c'est très intéressant ce dont ils disposent sur leur site, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Lever le doigt en classe, j'en ai parlé, hein, donc voilà, le simple fait, donc par exemple, là ça crée un malentendu culturel dans un contexte scolaire, c'est un élève qui ne va pas lever le doigt, l'enseignant pourrait se dire, ah mais s'il n'a pas compris, pourquoi il n'a pas levé le doigt? Peut-être que c'est simplement que dans son contexte éducatif dans lequel il est, dans le contexte éducatif dans lequel il était précédemment, ça ne se fait pas. Donc il n'ose pas le faire, donc il faut lui dire. Et il faut lui dire qu'il doit, qu'il peut, qu'il n'hésite pas, et que en France, à l'école, quand on ne comprend pas, on lève le doigt, on demande au professeur, etc. Donc cette démarche-là, et après, il faut le dire, et deux, ensuite, il faut qu'il l'acquiert. Donc c'est, entre guillemets, un travail aussi de répétition. Oui, dans le cadre d'élèves allophones nouvellement arrivés, ce qui est très important aussi, surtout pour permettre une meilleure fixation des acquis, notamment lexicaux, utiliser le visuel, absolument, entre guillemets, tout simplement parce que ça facilite vraiment, vous allez entre guillemets, utiliser deux parties du cerveau un petit peu différentes, ce qui fait que le code va être encodé deux fois. Donc, s'il a un oubli peut-être sur le mot, sur la façon dont il s'écrit, il va peut-être se souvenir de l'image et du coup retrouver le mot. Bref, il faut pas être avare en visuel pour faciliter l'apprentissage de ses élèves. Là, vous en avez un en cyrillique, hein, pour les élèves ukrainiens. Donc là, c'est un petit peu les consignes. Alors ça, les consignes, c'est essentiel. Et ça, c'est essentiel qu'ils les comprennent, qu'ils les assimilent. Et dans ce cadre-là, avoir, disons, des supports visuels, c'est essentiel. Je regarde l'heure parce qu'après, il y a ma collègue qui va parler, mais je crois que ça devrait aller. Voilà, d'où Madame Prévost nous dit que d'où la nécessité que les enseignants soient en permanence explicites. Excellente remarque. Même pour l'enseignant, ça n'est pas toujours évident. Pourtant, le fait d'être hyper explicite est, pour le coup, essentiel parce que on surestime peut-être la capacité qu'a l'élève de l'intégrer. Et ce qui n'est pas, c'est pas un mal, hein, c'est tout à fait normal. Mais voilà, il faut répéter, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment leur donner des outils qu'ils puissent utiliser. Par exemple, ce genre d'outils visuels, vous l'utilisez comme de sous-table. Comme ça, il a ça tout le temps sous les yeux et ça va faciliter, sa démarche. Je vous ai mis ça, mais en fait, je vous ai mis ça toujours pour cette même démarche en fait qui est de visuel. Là, c'est pour travailler la grammaire. Donc, vous avez un comment dirais-je, une partie avec l'écrit et une partie avec des images. Et en fait, c'est simplement ça, uniquement pour objectif là de travailler les phrases, la construction des phrases et comment telle ou telle nature de mots peut être bougée. C'est simplement, encore une fois, pour aider l'élève. Et ça n'a pas réellement d'autre fonction que celle-ci et favoriser pour lui toujours pareil, l'encodage. Je vous ai mis ce lien pour une ressource qui est des experts FLE, donc là c'est pareil, français langue étrangère, sur les gestes du français, donc d'être en mesure de comprendre les gestes qui sont faits par
par des gens dans la rue, par exemple. Et là, pareil, donc là, il doit reconnaître tel geste à quelle expression, quel mot, quelle phrase ça correspond, quelle intention. Et aussi, c'est l'occasion de discuter avec l'élève de « Ah, voilà, alors toi, dans ta culture, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie quelque chose? Pourquoi? Etc. » Donc, c'est là où il faut rentrer dans cette démarche interculturelle pour le coup. Je passe un petit peu plus vite parce que j'avais autre chose à vous montrer. Écriture et mise en scène. Donc là, c'est voilà. Donc là, c'est mettre en scène ce qu'ils ont vu précédemment. Donc, ils ont vu un certain nombre d'expressions ici, et le fait de les mettre, de les faire jouer, le fait de les mettre en mouvement, le fait d'être dans une perspective actionnelle où ils vont utiliser en action ce qu'ils apprennent, c'est très important pour l'apprentissage et l'acquisition, mais c'est aussi pour eux l'occasion de voir que l'apprentissage qui est fait en contexte scolaire est un apprentissage qui a une visée quotidienne, entre guillemets, qui a une visée entre guillemets, de vie réelle, d'actionnel. Voilà, et ça fait évidemment travailler le français par la même occasion, le linguistique, et c'est ça qui vous importe, et c'est ça qui nous importe. Pour ce qui est de la compréhension de l'écrit, alors tant que les élèves ne maîtrisent pas le déchiffrage, il faut privilégier d'abord l'oral, pour les textes longs, et puis l'écrit, évidemment, il va falloir utiliser des textes qui sont beaucoup plus courts, donc plus courts. Voilà, et pour ce qui est des textes longs et complexes, hein, il faut des textes qui ont pour vocation d'initier au monde de l'écrit. Alors, j'ai mis conte, littérature jeunesse, on va avoir un extrait tout à l'heure, patrimoine culturel, dans l'objectif aussi de travailler beaucoup sur la compréhension. Évidemment, dans des domaines que l'enfant, l'élève, l'ado, qui sont proches de lui, hein, évidemment, pour permettre que l'élève se sente concerné, entre guillemets. Voilà, et des textes avec des mots qu'il faut apprendre rapidement à déchiffrer ou à lire directement. Et pour ce qui est de la production, voilà, encore une fois, ça va dépendre beaucoup du profil de ces élèves, hein. Il y a différents profils. Donc, il va falloir mettre en œuvre différentes méthodologies. C'est ce qui est le plus difficile, entre guillemets, à maîtriser. Mais partir de la production orale de texte, toujours, hein, accompagné d'activités guidées pour entrer progressivement dans l'écrit. Donc, ça peut être copier un texte, ça peut être reconstituer un texte, ça peut être un puzzle de phrases ou de textes. Notamment pour des élèves qui auraient un autre alphabet, hein. Et puis, s'il maîtrise déjà l'écrit dans sa langue maternelle, il peut déjà rentrer dans l'écrit, mais ne pas hésiter à lui donner des outils qui vont l'aider, hein, et ne pas hésiter aussi à s'appuyer, encore une fois, sur la langue maternelle de l'élève, pour être dans une démarche, entre guillemets, de comparaison, pour le coup, de voir, par exemple, dans les structures de phrases, comment ça s'agence, etc. Voilà, d'utiliser du bilingue, ça a tout à fait sa place, si ça peut aider l'élève à s'approprier un écrit en français. Alors, je passe un peu plus vite, mais enfin, pas plus vite, mais là, je vous ai mis l'exemple d'un conte ukrainien que vous connaissez peut-être, sans doute, qui est la moufle. Pourquoi? Tout simplement, donc là je prends l'exemple d'un élève qui serait venu d'Ukraine, tout simplement parce que là il a des repères culturels qui vont nécessairement s'activer. Il connaît cette histoire, peut-être qu'elle lui a été racontée, peut-être qu'il a travaillé à l'école avant dans sa langue maternelle, donc il y a un aspect affectif qui va faciliter, entre guillemets, l'apprentissage. Là, on est vraiment dans l'interculturel, sauf que là, il va l'avoir en français ou en version bilingue. Je vous ai mis la version bilingue parce qu'elle existe. Voilà, donc ça va permettre ce que j'ai appelé un continuum de représentation, hein, mais qui va permettre de réduire un petit peu cette rupture qu'il pourrait y avoir
par ce nouvel environnement scolaire et social qui n'est jamais facile à vivre pour un enfant, mais même pour un adulte, ça peut être compliqué. Voilà. Là, dans les deux versions, en plus la version ukrainienne et la version française, c'est pas exactement les mêmes animaux, c'est globalement la même histoire, mais il y a quelques petites variantes, donc c'est aussi intéressant de faire travailler sur ces différences-là, de le voir noter les différences, et aussi de leur expliquer pourquoi dans la moufle, tel ou tel animal a été utilisé. Parce que si vous prenez une production qui reprend un petit peu la démarche qu'il y a dans la moufle française, vous n'aurez pas les mêmes animaux. Pourquoi donc ça, c'est un truc sur lequel on peut encore développer. Je vous ai mis comme ressource histoire de langue.fr. Là, c'est des contenus pour la compréhension orale. Dans une langue étrangère. Donc c'est bien si vous voulez faire le rapprochement entre un conte que vous êtes en train d'étudier avec lui ou avec votre classe et peut-être que vous pouvez le trouver ici dans la langue de son pays ou une autre langue qu'il maîtrise très bien. Donc ça va permettre aussi de faire le lien entre guillemets, et vous avez notamment la moufle dont je vous ai parlé. Et je vous ai mis ce lien là qui est travailler lien oral écrit et écrit des contes. Et là, c'est des ressources multilingues pour travailler le conte en classe et favoriser donc ce lien écrit oral. Donc là, on rentre dans une démarche plurilingue, mais il y a pas mal de ressources qui sont très, très intéressantes. Voilà, d'ailleurs, dans la moufle, vous avez différentes itérations, ce qu'on appelle un conte énumératif. C'est quelqu'un qui rentre dans une moufle, après il y a un autre animal qui arrive, qui veut rentrer, etc., jusqu'à ce que la moufle explose, parce que tout le monde veut rentrer dans la moufle. Mais vous avez différentes, sur des mêmes structures, mais du coup, qui a un substrat culturel qui va être différent. Suivant qui l'a écrit. Je vous ai mis le bonnet rouge notamment, et bonnet rouge qui est plus adapté par exemple à un public peut-être plus, j'allais dire plus grand, déjà lexicalement, voilà, avec des termes un petit peu plus relevés, de niveau B1 voire B2. Voilà, mais ça permet de faire le lien. Donc, vous pouvez très bien travailler la moufle avec votre élève allophone nouvellement arrivé et travailler le bonnet rouge avec les autres élèves. Voire lui-même intégrer directement le bonnet rouge et permettre à tous les élèves de réfléchir sur la différence qu'il peut y avoir entre les deux histoires et entre les deux contextes, entre guillemets, culturels. Voilà, ça permet aussi de travailler le lexique des animaux, travailler la taille, la grandeur, la minceur, description physique, vestimentaire. Donc là, on a, et je vous ai mis le lien pour de ressources, très bonnes ressources sur le site de Maîtresse Nicole pour travailler avec ce livre, beaucoup de supports. Voilà, et là, on voit évidemment en cyrillique, donc la correspondance entre le mot en français et le mot en ukrainien. Et puis vous avez évidemment une version animée, donc je vous ai mis le lien. Et l'intérêt aussi de la compréhension orale, c'est que ça permet de travailler cette compétence interculturelle, de voir comment c'est prononcé, de voir l'intonation et la façon dont c'est interprété. Donc ça peut être aussi un truc intéressant à travailler avec vos élèves. Et puis le Kamishibai, mais Virginie va vous en parler dès que j'ai fini. Et dernier point pour moi, travailler les expressions idiomatiques, c'est super. Les expressions idiomatiques sont pleines de comment dirais-je, sont pleines de conceptions culturelles. Elles sont le reflet finalement de notre conception culturelle, de ce qui existe autour de nous, des animaux qui sont autour de nous. Donc c'est l'occasion aussi de travailler là-dessus avec vos élèves allophones nouvellement arrivés et avec l'ensemble de la classe, de réfléchir pourquoi chez nous on est vert de peur, pourquoi en russe on dit gris de peur, etc., etc. Donc avec les expressions idiomatiques sont un outil qui sont assez formidables pour travailler l'interculturalité. Donc ça c'est pareil, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et je vais laisser la parole, désolé, à Virginie. Tout ce que vous présentez est-il transférable en mathématiques? Dans l'absolu, oui.
lorsque je parle du visuel, par exemple, tout ce qui est visuel et qui va aider l'élève à mieux comprendre, à mieux voir la consigne, à mieux voir les éléments qui sont dans un problème, dans un exercice, par exemple, vont soutenir cette capacité de l'élève à vraiment comprendre ce qui lui est demandé. Je dis que ça, mais après, vous avez à la fin, vous aurez des ressources dans lesquelles, à la fin du PPT, que vous regarderez après chez vous, mais dans lequel il y a un exemple qui est donné avec les mathématiques. Alors, merci Mathias. Je vais reprendre la main pour le petit quart d'heure qui reste. Si vous avez des questions pour Mathias, n'hésitez pas. Il pourra regarder en même temps. Les questions. Donc, moi, je vais plutôt vous présenter des outils. Et je vais commencer par des jeux. Alors, pourquoi passer par le jeu ? Parce qu'en fait, le jeu va permettre de capter l'attention un peu plus facilement, puisqu'il va y avoir cette notion de plaisir et d'intérêt qui va permettre à l'enfant ou au jeune, lorsqu'il va jouer, de fixer un petit peu plus facilement son attention. Et puis, il va avoir un engagement plus actif, puisqu'on va lui proposer des défis, des interactions. Et donc, du coup, il va pouvoir interagir plus facilement avec ses pairs, avec les élèves avec lesquels il va jouer, de façon un peu plus spontanée. Et donc, il y aura moins de contrôle. La parole va être beaucoup plus libre, beaucoup plus libérée, beaucoup plus libre. Et puis, par le jeu, on a aussi un statut de l'erreur qui est différent par rapport à ce qu'on peut faire en classe. Et donc, le jeu va permettre de se tromper, de recommencer, de progresser, et du coup, d'ancrer un peu plus facilement les apprentissages. Répéter les situations plus facilement, le fait que ce soit quelque chose de ludique, ça va aussi permettre d'avancer et d'ancrer un peu plus facilement les apprentissages. Et puis, pour revenir donc à la notion de culture, à la notion du jour, ça va aussi permettre de développer une culture commune et d'échanger des règles. Je vais vous faire quelques petites démonstrations après. Donc voilà pourquoi on peut aussi passer par le jeu. C'est quelque chose d'important et qui va être intéressant à travailler avec le jeu pour les élèves allophones. Alors, je commence par des jeux qui ne sont pas vraiment des jeux. C'est des jeux éducatifs. Donc vous avez tout un tas de jeux, je pense que vous les connaissez pour ceux qui sont en école. Alors ça va être... C'est un petit peu plus limité, parce que dans le sens où ça va plutôt concerner des jeunes enfants, d'âge primaire en général. Ça va être plus compliqué avec des collégiens ou des lycéens de jouer à ce genre de jeu. Mais avec des enfants d'âge primaire, ça peut être intéressant. Ça permet d'associer l'image et le texte. Et puis, vous allez pouvoir aussi faire des binômes ou des groupes de besoins avec vos classes. Par exemple, si vous avez une classe de CE2 avec un élève allophone dans une classe de CE2, si vous avez un de vos élèves qui a besoin de réviser des sons qu'il n'a pas acquis soit en CE1, soit en CP même, parfois, vous pouvez faire des associations ou au contraire un élève qui aurait un peu d'avance et qui pourrait aider du coup cet élève allophone à jouer. Voilà, c'est plus facile de passer par ce genre de jeu. C'est des petits jeux de cartes. Alors, je vous en ai mis quelques-uns, mais il en existe plein d'autres. C'est des petits jeux de cartes qui ne sont pas trop onéreux pour la classe, pour la coopérative scolaire. Vous avez tous les jeux Dingo aussi qui vont être liés au vocabulaire, à l'orthographe, aux syllabes, etc. Et bien sûr, il y a aussi tous les petits jeux mathématiques aussi. Alors là, j'ai plutôt ciblé sur ce qui était axé sur le français, mais vous avez plein de choses de jeux qui passent plutôt par des choses ludiques, colorées et faciles à manipuler pour les élèves. Tous les jeux, ce que je vous disais par rapport à la culture commune, les jeux, on va dire, universels, tous les jeux de pions, le jeu de Go, le jeu de dames, le jeu de dames chinoises, le jeu d'échecs, il y en a un certain nombre qui se jouent un petit peu partout dans le monde. Et là, du coup, avec ces jeux-là, vous allez pouvoir faire jouer les élèves entre eux avec les mêmes jeux, les mêmes règles qui sont connues par tout le monde. Et donc, ça va permettre à l'élève allophone qui est peut-être un peu perdu quand il arrive de retrouver des choses qu'il connaît et qu'il maîtrise. Des autres jeux comme les osselets, les jeux de billes, les jeux de cours, les jeux de chat, etc., qui sont pratiqués aussi un petit peu partout, mais peut-être de manière différente. Donc là, ça va permettre de confronter aussi justement les différentes cultures.
Notamment, je pense aux jeux de billes très simples, hein, même en France, on ne joue pas tout à fait de la même façon, qu'on soit à Lille, à Marseille ou ailleurs. On ne joue pas de la même façon aux billes. Et voilà. Et donc, avec un jeu tout simple qui se joue un petit peu partout, et ben, du coup, on va pouvoir échanger quelques règles entre élèves et ça va permettre de développer cette culture commune. Donc oui, je vois des différents jeux. Les Qui-est, alors oui, les jeux Dingo, alors après, ils sont peut-être un petit peu plus compliqués à voir avec qui on les utilise et quel est le niveau des élèves allophones avec lesquels on veut jouer aussi. Hein. Si vraiment ils viennent juste d'arriver, ça peut être un peu juste. Si vraiment on veut consolider les bases, s'ils sont là depuis un an et demi, ça va peut-être être plus facile. D'autres jeux classiques, que j'ai appelé plutôt classiques, donc les jeux de loto évidemment pour les nombres, et puis les jeux de cette famille, hein, j'ai vu que vous aviez mis dans la conversation les jeux de cette famille, donc là il en existe plein de différents jeux de cette famille, et là vous allez pouvoir aussi développer une culture différente, hein, par exemple sur des sports, sur des lieux en France, sur l'histoire de France. Et puis, vous allez travailler une structure qui revient dans la famille Intel, je voudrais, le père, la mère, le fils, etc. Donc là, vous allez avoir des choses qui sont redondantes et utiliser la même tournure de phrase plusieurs fois, qui va permettre aussi d'asseoir un certain nombre de compétences langagières. Les jeux de mémoire qui vont permettre de travailler aussi un vocabulaire. Et là, c'est pareil, on peut choisir ce qu'on souhaite travailler, hein, que ce soit les animaux, les sports, des plats français. Enfin, voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Et puis, on peut même les faire fabriquer par les élèves. Et puis, justement, faire interagir les différentes cultures. On peut imaginer un jeu de cette famille avec une culture, la famille ukrainienne, la famille française, la famille finlandaise, etc. Et chacun va rajouter sa petite culture et qu'est-ce qui est marquant dans sa culture par rapport à l'autre pays. Donc là, on peut travailler beaucoup au niveau culturel. Là, je vous ai mis quelques jeux, donc pareil, plutôt sur le français, sur le langage, pour travailler le français, le langage. Donc des jeux du commerce, hein, des jeux qui sont très connus aussi. Le Dixit, qui est un jeu avec des cartes et des images. Donc là, on va pouvoir, ça va nous permettre aussi de confronter la perception de l'image. Tout le monde n'a pas forcément la même perception de l'image et on n'a pas forcément justement les mêmes références culturelles derrière chaque image. Donc ça va être intéressant de confronter. Alors là, je vous ai mis un peu tout niveau, hein, Dixit, plutôt pour des collégiens. Plus facilement, utilisable avec des plus grands, Codenem peut-être aussi. Voilà, donc vous irez voir tous ces petits jeux, hein, j'en ai oublié plein parce que vous allez en citer, je vois que vous en citez quelques-uns dans la conversation. Donc il en existe plein, des petits jeux comme ça pour travailler le vocabulaire, les tournures de phrases, faire parler les élèves, c'est important, c'est faire parler les élèves dans cette situation de jeu où, voilà, encore une fois, ils ne seront pas dans la sanction, entre guillemets, dans l'évaluation, et ils vont pouvoir échanger librement et il va falloir laisser les élèves interagir entre eux, et du coup, c'est eux qui vont se corriger aussi tout seuls. Alors, là, ça, c'est un autre type de jeu qui s'appelle Cosmopolite. Donc pareil pour des collégiens à partir de 12 ans. Donc là, ça va mettre les élèves, toute la classe, dans la même situation d'incompréhension, en fait. Je vous résume rapidement le jeu. On se trouve dans un restaurant. Il y a des clients étrangers avec un serveur qui va venir prendre la commande de ces clients étrangers. Et donc, il ne va pas forcément comprendre ce que veulent ces clients. Il va falloir qu'il arrive à comprendre. Et puis ensuite, à partir de cette commande, il va falloir qu'il aille la passer au chef cuistot. Et le cuistot va devoir organiser et faire le repas en fonction de ce que lui aura dit son collègue. Et puis ensuite, le plat va revenir sur la table du client et il faut que le plat soit le bon. Voilà, donc là, tout le monde est... Donc, on utilise plein de langues, hein, il y a plein de langues dans différents... du monde entier, en fait, hein, plein de langues qu'on ne connaît pas forcément, donc ça permet d'entendre plein de langues différentes, d'écouter plein de langues, et du coup, tout le monde est au même niveau, et ça permet aussi aux élèves français de se confronter à cette réalité de quand on ne comprend pas comment ça se passe, quoi.
Voilà, donc vraiment, oui, effectivement, pour des plus grands, on peut jouer bien évidemment avec des adultes à Cosmopolite. C'est un jeu pour tout le monde. Et puis, j'ai terminé ma slide en mettant tous les jeux de société. Bien sûr, on peut jouer à n'importe quel jeu de société en classe, ça va fonctionner avec les élèves. Alors choisissez plutôt des jeux relativement simples et puis rapides dans la compréhension des règles, hein, que ce soit assez simple à expliquer, soit si c'est un élève qui explique à un autre élève, que ce soit assez facile pour lui de lui expliquer, et puis qu'on ne perd pas trop de temps dans la compréhension des consignes. Et puis aussi, pourquoi pas, faire amener des jeux de société de leur pays, du coup, pour partager toujours dans ce souci de partage de culture. Voilà pour les jeux. D'autres outils, donc Mathias vous en parlait tout à l'heure, du Kamishibai plurilingue. Alors, le Kamishibai, déjà, pour resituer, c'est d'origine japonaise, hein, c'est un petit théâtre japonais. Vous voyez sur les petites photos, là, un bouteille en bois, ce qu'on appelle un bouteille. Donc, c'est le théâtre qui va permettre de passer des images. Et donc, vous voyez sur l'image du bas, il y a une personne qui est derrière et qui va lire l'histoire. Et devant, le spectateur est devant, va voir les images. Le spectateur ne voit pas le texte. C'est la personne qui est derrière qui va lire et qui éventuellement va faire des bruitages derrière avec des sons, avec du matériel sonore. Et donc, ce Kamishibai, on peut le rendre plurilingue pour découvrir des histoires, pour découvrir des langues. Hein, vous pouvez reprendre l'histoire de la moufle, l'exemple de Mathias de tout à l'heure, pour le mettre en Kamishibai, et du coup permettre soit à des élèves allophones de s'exprimer dans leur langue, pour le coup, et de faire entendre cette langue aux autres élèves, ou inversement, du coup, aux élèves allophones d'entendre la langue française différemment, du coup, avec ces images qui vont passer sur le bouteille. Et puis, vous pouvez aussi imaginer de la fabrication de Kamishibai, alors soit en version papier, comme vous avez là, hein, la version en vrai, on va dire, et puis vous avez aussi des versions numériques. Donc, je vous ai mis un lien vers Camille Lala, qui fait des Kamishibai plurilingues en version numérique et aussi en vente en papier. Alors, d'autres outils, les images séquentielles, hein, on passe toujours par l'image, c'est vraiment, voilà, c'est plus facile pour tout le monde de passer par l'image. Et puis, vous allez voir aussi la confrontation de l'image, hein, c'est pareil, hein, la culture n'est pas forcément la même derrière les images, on n'est pas tous la même chose. Le goûter d'anniversaire, il est sûrement différent un peu partout dans le monde. Donc, vous verrez aussi vos élèves allophones, comment ils réagissent à ces images. Je vous ai mis des imagiers aussi, pour les plus petits, pour le vocabulaire, c'est plus facile. Et puis, les pictos, on a parlé de la compréhension des consignes pour que ce soit le plus clair possible pour les élèves allophones. Donc, pensez bien aux pictogrammes à rajouter sur vos consignes. Voilà, des choses tout simples, hein, calcul. Voilà, une fois qu'ils auront acquis et qu'ils auront compris le petit dessin à quoi il correspond, ça sera beaucoup plus facile pour eux. Et si ils retrouvent toujours le même dessin sur la même consigne, ça va les aider. Et puis, je vous ai mis aussi des petits pictos sur les émotions aussi qui peuvent être intéressants aussi à travailler avec les élèves allophones pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions avec un pictogramme. Et puis alors, il nous reste quelques minutes. Je ne vais pas être très longue sur la suite puisque vous aurez le support en numérique et donc vous aurez les liens. Donc on vous a mis pas mal de ressources avec des liens cliquables. Donc 2 plateformes en ligne qui sont des plateformes réseau Canopé. Le guide pour la scolarisation des EANA, donc c'est l'édition 2021, et l'outil d'évaluation en langue d'origine. Donc là, vous avez un certain nombre d'outils. Alors, pour évaluer, vous avez des évaluations en 26 langues. Donc, normalement, ça couvre quand même pas mal de choses. Vous avez un certain nombre d'informations, ne serait-ce que pour des problèmes administratifs, par exemple. Hein. Vous avez plein d'informations, comment accueillir un élève allophone dans sa classe. Donc, vraiment deux guides qui sont 2 outils qui sont vraiment précieux et qui sont intéressants à aller consulter. Je vous ai mis 2 applications qui peuvent être utilisées par les élèves ou par les familles, ou par les familles aussi. Happyfleu et Duolingo.
voilà, qui sont des applications gratuites, qui sont téléchargeables sur le téléphone, qu'on peut éventuellement utiliser en classe si on a des outils qui le permettent, ou voilà, où les élèves peuvent les télécharger pour la maison, pour l'utiliser à la maison en parallèle. Je vous ai mis un certain nombre de Padlet, donc du CASNAF de Toulouse, où là vous allez trouver des choses très, très riches, mis à jour très régulièrement et aussi très hiérarchisées, c'est-à-dire que vous en avez un pour la maternelle, un pour l'école, un pour le collège, un pour le lycée pro, et puis un petit peu plus large pour différentes langues et disciplines. Un qui est de Nancy-Metz, qui est un petit peu moins à jour, hein, il doit avoir 2 ans, mais vous avez aussi plein de ressources que vous pouvez aller voir aussi. Des ressources en ligne, donc il y a 2 magistères et un parcours INSPE. Ça, c'est pour les enseignants, parce que pour le magistère et le INSPE, ils font une adresse académique. Et du SCOL, vous allez avoir des pages spécifiques aussi pour l'accueil des élèves allophones. Je vous ai mis des liens, hein, derrière chaque image, on va dire, il y a un lien qui va vous renvoyer vers le site. Chaîne télé, Mathias en a parlé tout à l'heure, TV5 Monde et notamment Adomania, avec des programmes avec un certain nombre de vidéos qui vont pouvoir vous aider et qui peuvent être utiles pour la classe, donc vous allez pouvoir vous servir. Et puis pour les plus jeunes, les fondamentaux réseau Canopé, donc là c'est des petits films d'animation de 2-3 minutes pour travailler les sons. Donc là ça va vraiment être pour les plus jeunes, hein, des élèves allophones, de 6 à 8-9 ans on va dire, pour travailler les sons, pour travailler le vocabulaire. Voilà, vraiment pour les plus petits. Charivari à l'école c'est pareil, c'est pour le premier degré. Voilà. Et puis 2 livres, écrire en FLS ou en FLSCO de réseau Canopé, qui commence un petit peu daté, mais qui est intéressant encore. Et puis un RETS aussi, voilà, que vous pouvez aller voir. Je vois que vous avez mis plein de ressources dans la conversation aussi, donc merci à vous. Voilà, je vous laisse noter toutes ces ressources. Voilà, il nous reste 2 minutes. Si vous avez des questions, que ce soit pour Mathias ou pour moi, n'hésitez pas. C'est le moment. On reste connecté. Voilà, je suis allée assez vite sur la fin pour permettre de terminer dans l'heure. Donc n'hésitez pas. Oui, je termine sur le PDF sera effectivement disponible dans votre compte réseau Canopé. À condition que vous soyez bien connecté avec votre nom de famille sur lequel vous êtes inscrit à ce webinaire pour que je puisse vous retrouver. Vous aurez dans votre compte réseau Canopé votre attestation de présence aujourd'hui et le support qu'on a diffusé avec Mathias aujourd'hui. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. On est encore là pour y répondre. Je peux vous remontrer la diapo pour aller chercher sur son compte, voilà. Pour aller chercher sur son compte réseau Canopé comment récupérer tout ça, l'attestation de présence et le document. Alors pas tout de suite, hein, plutôt demain matin. Je n'est pas sûr qu'il y soit ce soir, mais plutôt demain matin. Des sites pour fabriquer des jeux de vocabulaire. Après... tous les jeux, ce qu'on a vu, les jeux de memory ou les jeux de cette famille, ça peut être intéressant. Voilà, où là, vous pouvez faire fabriquer ces jeux assez facilement avec les élèves. Et puis après, sinon, ça va être plutôt du jeu pédagogique sur le vocabulaire que vous allez pouvoir retrouver assez facilement, mais plutôt, voilà, pas forcément spécifique élève allophone. J'ai une question, alors je ne sais pas si c'est une question, mais si, c'est une question. Hein. Pour travailler la lecture, il y a aussi, alors je ne sais pas, je pensais que vous l'aviez mis dans le PPT, mais visiblement ce n'est pas le cas. Il y a, et là je ne vais pas me souvenir du nom,
Euh, Voilà, il y a des gens qui mettent des voilà, choses. mes livres LFF, qui est une collection Hachette et qui est une série de livres pour la jeunesse, mais qui sont adaptés selon le niveau de l'élève. Donc ça va du A1 au B2, il me semble. Mais c'est indiqué sous la couverture. Ils peuvent même reprendre des classiques français qu'ils ont réadaptés au niveau linguistique A1, A2, B1, B2, etc. Donc cette collection-là est bien faite. Donc c'est la collection LFF. Alors c'est pas nécessairement pour travailler la lecture en classe, quoique ça peut être aussi un moment de lecture pour un moment de lecture que vous donnez à l'élève. Mais voilà, au moins ça vous permet d'être certain d'avoir des textes qui sont adaptés au réel niveau linguistique de l'élève sans, entre guillemets, trop vous casser la tête à vous assurer que le texte que vous utilisez est adapté pour tel ou tel niveau de langue. Il y a plein, il y a des gens, je vous remercie, qui mettent des choses dans des applications ou des choses qu'ils utilisent en classe. Alors moi, je ne connais pas tout. Mais voilà, vous pouvez aller voir. Éventuellement, j'irai voir et puis je pourrais aller rajouter au support. Lecture clé, oui. Alors, pour ce qui est de l'apprentissage des sons, alors, je réfléchis. Phonétique. Vous avez pour les plus petits, les fondamentaux, oui. qui peuvent vous aider. Mais vraiment pour les plus petits, ça va être compliqué pour des collégiens et des lycéens, parce que c'est vraiment du film d'animation. Borel, Maisoni, oui. Oui. Oui, tout à fait. Non. Moi, je ne connaissais pas l'apprentissage des sons. Ah si, ok, oui, ok, oui. Oui, alors je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, du coup. Pédagogique Athénéo. Alors, je vois que dans le chat, il y a beaucoup de réponses aux questions, de ressources que vous pouvez utiliser. Alors, avec Virginie, on va regarder et on rajoutera vos propositions dans le PPT. Bon, mais là, on est vraiment, par contre, dans des entre guillemets, comment dirais-je, la compétence linguistique. Donc là, effectivement, après, pour tout ce qui est de ressources, entre guillemets, d'alphabétisation, des ressources spécifiques pour des élèves dont le français n'est pas la langue maternelle, ni même la langue seconde. Bon, effectivement, il y a énormément de ressources pour ça sur Internet. Et n'oubliez pas non plus que si vous ajoutez la mention français langue étrangère FLE, vous allez aussi avoir moult ressources qui sont entre guillemets spécialement dédiées pour des élèves ou des jeunes, des adultes qui vont d'un certain niveau, qui partent du niveau linguistique à 1 ou à 0 et qui vont monter progressivement jusqu'au B1, B2, C1, C2. Donc effectivement au niveau des ressources, il y a beaucoup de choses. Donc on va regarder un petit peu tout ce que vous mettez. On ne pourra pas vous donner comme ça direct, mais on va le rajouter dans le PowerPoint. Oui. Merci pour ces propositions. Ouais, merci à tous. Et puis pour la dernière slide, alors le temps fort plurilinguisme en classe se termine aujourd'hui, mais il doit rester 1 ou 2 webinaires encore qui vont se dérouler la semaine prochaine, je crois. Donc vous pouvez aller voir. Et puis vous pouvez sur Canotech, il y a toujours des ressources. Donc vous pouvez, avec le QR code bleu, là, vous pouvez flasher et aller voir sur Canotech. Vous allez avoir différentes ressources aussi sur cette thématique. Et sinon, on va vous remercier pour toutes les ressources que vous avez mis et puis pour l'interaction qu'on a eue aujourd'hui avec vous. On va vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Virginie.
Merci Mathias.